Alors très bien, nous allons démarrer cette table ronde donc, sur l'intégrité scientifique dans les revues. Je vous présente rapidement les différents intervenants. Alors nous avons Jacques Walter, qui est professeur des universités en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Lorraine. Et il est co-directeur de la revue Questions de communication, qui est publiée par les presses universitaires de Nancy, édition universitaire de Lorraine. Alors, vous me corrigerez les uns les autres, vous compléterez hein, si ma présentation ne correspond pas à la réalité. Nous avons Hélène Skripniak, qui est maître de conférence en droit privé à l'Université de Bordeaux, co-responsable de l'URFIST de Bordeaux et spécialiste du droit d'auteur, donc qui nous offrira son regard de juriste au cours de la table ronde. Nous avons aussi Boris Barbeau, donc, qui est biologiste et neurologue, directeur de recherche au CNRS. Et il est l'un des organisateurs et cofondateurs du site PubPeer, dont on a parlé déjà ce matin, et qui va nous présenter donc, plus en détail. Xavier Coumoul, professeur des universités en biochimie et toxicologie à l'Université de Paris-Descartes, et éditeur, enfin rédacteur de Biochimie Open, donc, qui est une revue en libre accès publiée par Elsevier. Et enfin, Rémi Thomasson, donc postdoctorant à l'Institut de recherche. D'accord. D'accord. Et donc, vous êtes cofondateur de la revue Negative Results, dont il va nous parler par la suite. Et donc, j'ai le plaisir d'animer cette table ronde. Alors, j'aimerais qu'on puisse commencer par discuter les politiques d'intégrité mises en place par les revues, puisque nous avons donc deux responsables de revues, Xavier Coumoul donc, et Jacques Walter. Et donc, on aura du coup les deux aspects, hein, puisqu'on a plutôt sciences techniques, médecine, et puis sciences humaines et sociales de l'autre côté. Donc, les questions que j'aurais voulu vous poser à tous les deux, c'est en quoi consistent donc les politiques d'intégrité que vous avez mis en place justement autour de vos revues, sur quels outils ces politiques sont basées, et puis quelles sont les raisons qui vous ont poussé à les développer. Alors je ne sais pas, peut-être qu'on va commencer par les sciences humaines et sociales pour changer un petit peu. Bon. Ça fonctionne là ? Oui, bon, très bien. Merci beaucoup. Alors, pour répondre à un tout petit historique pour savoir comment on a fondé cette revue et comment on a été amené à mettre en place une charte éthique pour celle-ci. Alors, la revue, on l'a fondée dans les années 2000 et à l'initiative d'un certain nombre de collègues qui, faisant leurs études dans les années 90, avaient trouvé que dans un certain nombre de cas, l'accès aux revues était difficile, que ça fonctionnait un peu par réseau, qu'il y avait un décalage entre parfois les attendus scientifiques et la réalité des papiers publiés, plus d'autres considérations liées à des lignes scientifiques. Lorsque dans le domaine qui est le nôtre, donc les sciences de l'information et de la communication, nous avons fondé cette revue, on s'est dit qu'on allait éliminer, enfin tenter d'éliminer ce type de reproches, enfin, qu'on ne tomberait pas sous leur coup, et que sur le plan scientifique, bon, on développait nos affaires comme nous l'entendions, c'est pas l'objet ici. Alors, ça s'est déroulé, je dirais, assez bien pendant plusieurs années. On n'avait pas d'ailleurs de documents précisant la manière dont nous allions travailler, si ce n'est que nous faisions fonctionner très correctement, le pensons-nous, un comité de rédaction et que nous jouions de façon tout à fait claire, annoncer le jeu de l'expertise en double aveugle avec publication du nom des experts une fois que la livraison de la revue était parue. Dit comme ça semble totalement primaire. Dans le milieu qui était le nôtre à ce moment-là, c'était peut-être pas si fréquent que cela. Donc, il faut relativiser les expériences et c'est bien de cela dont, très modestement, je veux parler aujourd'hui. Et puis, au fil du temps, les faits sont un peu têtus et on a eu quelques cas difficiles à régler.
Je ne vais pas les énumérer, mais ils étaient vraiment fort peu nombreux. Ça va de une accusation de plagiat provenant de l'extérieur de la revue, impliquant un chercheur d'une autre université que la nôtre, et pour laquelle il y avait des mesures qui avaient été prises. Bon, on a retiré l'article dans un premier temps, on l'a remis ensuite. Bon, il y a eu un cas de double publication qui nous avait, enfin non, qu'on a détecté à temps. Bon, voilà, des petites choses comme celle-ci. Donc ces facteurs-là nous ont conduit à formaliser les principes de fonctionnement de la revue et à s'engager sur la rédaction d'une charte. Alors pourquoi nous ne l'avions pas fait? D'abord parce qu'on était certainement un peu naïfs, on pensait que notre bonne foi et notre façon de faire devaient suffire. Puis d'autre part, nous avions aussi, dans des cadres différents, travaillé sur ce qu'on peut appeler rapidement la sociologie des professions, dans laquelle les codes de déontologie ou les codes d'éthique sont importants, et on avait mesuré le fait que, évidemment, ça servait surtout à donner une légitimité à des groupes, mais pas nécessairement une modification des pratiques. Donc il y avait une sorte de méfiance. Et alors du coup, ben voilà, en 2016, nous avons établi une charte. Elle est accessible sur le site. C'est l'outil principal, doublé d'un autre lié au plagiat, qui est l'utilisation, le passage systématique de nos articles par un logiciel anti-plagiat. Et on sait très bien que cela ne suffit pas. C'est utile, il faut l'afficher, nous le faisons, mais le gros du travail, ce que nous essayons de mettre en œuvre, c'est une qualité extrêmement rigoureuse des expertises faites au sein de la revue, faire fonctionner à fond le comité de rédaction en prenant notre temps, en ne travaillant pas vite, c'est vrai. Il faut 6 mois pour publier, minimum. Voilà, enfin, on en est plutôt là. Donc, j'ai pas de solution miracle, mais dans le débat, je reviendrai avec d'autres points. Oui. Merci encore pour cette invitation. Donc sur la manière dont on gère le plagiat, donc je suis à la fois éditeur en chef d'une revue qui s'appelle Biochimie Open, en open access, et de sa mère, entre guillemets, qui est Biochimie, qui est une revue qui est actuellement encore une revue hybride. Et donc, lorsque l'on reçoit un article, l'article est géré initialement par... on a un secrétariat avec une personne, Malika Hassini, qui redistribue déjà l'article à l'ensemble de l'editorial board lorsqu'il s'agit de biochimie et potentiellement aussi pour Biochimie Open, pour discuter déjà de l'intérêt de la revue par rapport à donc la revue. Quand on reçoit par exemple un article de biophysique dans biochimie, ça ne correspond pas. Donc on n'envoie pas aux reviewers, on ne va pas faire perdre du temps à des chercheurs qui sont déjà très bien occupés. Bon, là ça ne pose pas de problème. On vérifie aussi si l'article est compatible potentiellement avec la revue, s'il n'y a pas des problèmes qu'on peut déjà nous détecter. On a notamment par exemple un regard très attentif sur une technique qui est la technique du Western blot, dont voilà, Claude n'a pas parlé ce matin, mais qui en gros est une technique qui représente un gel avec des taches. Et on regarde si, un petit peu comme dans le jeu, vous savez, des sets différences qu'on avait avant dans nos programmes télévisés. Moi je me souviens, je jouais à ça quand j'étais petit. On essaie de voir s'il y a effectivement, par exemple, au sein du même article, déjà, s'il y a potentiellement des duplications d'images d'une figure 2 à une figure 5 avec des échantillons biologiques différents qui ont été utilisés. Et on regarde également, par exemple, les figures avec les histogrammes, les barres d'erreur. Donc ça, Claude en a parlé ce matin. Et je crois qu'on est à peu près sur un taux de rejet initial par rapport à ces problématiques qui est de l'ordre de 10 à 15%. C'est déjà assez élevé, quoi. En tout cas, voilà, on peut avoir un certain nombre de doutes. Donc on regarde ça. En plus, on a effectivement aussi un processus qui passe par un logiciel anti-plagiat qui nous permet de regarder, on fait ça de manière vraiment très individuelle, on va regarder dans le détail ce qui a été potentiellement plagié. Quand on passe par un logiciel anti-plagiat, on n'est jamais à 0%. On est pour un article qui est vraiment totalement réécrit, à 10%, 12%, parce qu'il y a les références, parce qu'il y a le matériel et méthodes que parfois on duplique. Donc là, c'est de l'auto-plagiat d'un autre article. Et en fait, là se pose le problème de ce qu'on appelle le droit d'auteur. C'est-à-dire, si on a publié chez un éditeur qui est Elsevier et un autre éditeur qui est Wiley, il pourrait y avoir potentiellement des problèmes. Donc on regarde ce genre de choses. Et évidemment, on est tolérant lorsqu'il s'agit de duplication plutôt sur des parties qui sont évidemment les références, parce que les références
légitimement se ressemblent d'un article à l'autre, c'est logique. Et évidemment, lorsque le matériel et méthode est équivalent, on a parfois, voilà, quand on fait par exemple une technique, je ne sais pas, de culture cellulaire, on utilise exactement la même technique d'un article à l'autre parce que les manips ont été faits exactement de la même manière. Donc il est légitime de retrouver ces duplications-là. Par contre, on peut avoir effectivement, alors on a un certain seuil pour lequel on commence réellement à se pencher sur les paragraphes qui concernent l'introduction, la description des résultats et les conclusions. Et là, vraiment, au travers de ça, c'est une décision de l'ensemble de l'éditorial board qui fait qu'on se limite au plagiat. On a également, et là encore, c'est le rôle vraiment très important, la secrétaire nous aide énormément là-dessus. Récemment, on a eu le cas, par exemple, d'un article pour lequel on n'obtenait plus de réponse des auteurs. C'est-à-dire que l'article était parti en review, on a renvoyé les corrections aux reviewers, on leur a dit, voilà, vous avez 2 mois pour répondre, parce qu'ils n'avaient pas énormément de choses à faire. Donc on leur donne du temps, hein, on est vraiment humain par rapport au traitement de cette information. Et au bout de 3 mois, toujours pas de réponse, on fait des relances multiples, et finalement, elle a eu l'idée récemment de dire, je vais taper le nom du titre sur Google, et elle a vu que l'article était publié à un autre endroit. Dans une autre vue. Et ça, on n'a pas le droit normalement. Hein. Normalement, lorsqu'on s'engage à soumettre un article, on s'engage à ne le soumettre qu'à un seul endroit. Alors c'était intéressant parce que lorsqu'on a organisé la journée intégrité scientifique à Paris-Descartes en mai avec Claude, on a quand même eu des réactions dans la salle qui disaient « mais oui, mais ça se comprend ». Et c'était souvent de la part de jeunes scientifiques parce que on est pressé dans notre processus de publication, on reçoit de la pression de la part, alors pas du directeur de thèse nécessairement, mais ne serait-ce que de l'école doctorale. Et il nous disait, on essaye un peu, on fait en fait entre guillemets un tir multiple parce que on veut essayer de publier le plus vite possible. Donc ça pose un problème parce que c'est vrai qu'il y a une perception par rapport à ça, je pense, qui est en train d'évoluer et ouais. Alors, on a traité le problème. Alors, je ne sais plus parce que c'est Richard, c'était pas moi directement qui traitait le problème. C'était Claude pourra en dire un peu plus. Mais effectivement, on a lancé une procédure qui était une procédure, en tout cas, d'avertissement des auteurs. Et peut-être que Claude pourra en dire un peu plus. Tu veux tout de suite ? Ouais. Oui, merci. Oui, donc le rédacteur en chef de Biochimie, c'est Richard Buckingham. Et quand on traite ça effectivement en comité de rédaction, là, il s'agit de 5 articles. Et donc Malika Assini s'est rendu compte que... Alors ce qui s'est passé dans la plupart des cas, c'est que les auteurs, alors que l'article était envoyé à des experts par nous, les auteurs ont contacté la rédaction de Biochimie pour dire « je souhaite rétracter mon article parce qu'il y a des trucs qui ne vont pas dedans, je m'en suis rendu compte ». Et en fait, il est publié ailleurs. Hein. Donc ce qui est sûr, et alors il y a les 5 cas, c'est le même pays, et chaque fois c'est la même situation qui se produit. La façon dont on répond à ça, on n'a pas de solution. Parce qu'on n'a pas publié l'article. On a perdu du temps, on a perdu des reviewers, etc. Mais on n'a pas publié. Donc comment voulez-vous faire ? Sauf faire savoir que la personne a envoyé la même chose à 2 alors qu'il a signé qu'il ne le faisait pas. Mais c'est pratiquement impossible à régler en ce moment. Merci. Oui, à la rigueur, dans une procédure, ça serait de signaler à l'éditeur qui a, in fine, publié l'article au moins. Ouais. D'accord. Mais alors, juste pour préciser un peu les choses, dans vos 2 cas, vous vous basez en fait sur une charte éthique qui vient du Committee on Ethics Publication, COPE, dont il y a beaucoup d'éditeurs qui sont membres de ce comité. Mais alors vous sur votre vue, en fait, vous y faites référence, vous renvoyez d'ailleurs vers des documents originaires de cette charte, et vous proposez une sorte de résumé, une synthèse de cette charte. Et de votre côté, de la même manière, vous y faites référence aussi, me semble, mais en même temps, vous utilisez une charte qui est propre à Elsevier, a priori, hein, si j'ai bien compris, qui est le Publishing Ethic Resource Kit for Editors. Et du coup, ma question, c'est pourquoi avoir fait référence à COPE, mais sans vraiment l'intégrer, puisque l'un et l'autre, vous y faites référence, mais vous n'êtes pas membre, en fait, de ce comité.
Donc, je ne sais pas si vous voulez Non, commencer. bon, c'est une logique d'appropriation d'un travail sans plagiat, hein, mais en se disant, bon, il y a vraiment... de bonnes pratiques, on va voilà, dire. de bonnes pratiques. Hein, voilà, hein, et on l'a adapté à la situation et de la discipline, à la situation nationale ou internationale dans le secteur qui est le nôtre. Voilà, il n'y avait pas de réflexion très élaborée pour se dire on fait ou on fait pas. Voilà, ça nous semblait juste par rapport à ce que nous, Mais c'est à un nos des pratiques. rares outils, ou en tout cas les plus complets, qui sont proposés justement en ligne pour les responsables de revue. Il nous semble. Hein, voilà, c'est pour ça. Et ce que je trouvais intéressant dans votre cas, c'est que, parce qu'on parle beaucoup des fraudes et des méconduites des auteurs, mais vous montrez bien clairement que les rôles et les obligations dépendent des responsables de revue, des auteurs et des relecteurs. Et donc là, chacun ça, pour nous, c'est très important. C'est-à-dire de croire qu'il y a une solution qui serait détenue par les animateurs d'une revue, c'est une illusion. C'est une question de responsabilité collective. Et ça a été dit ce matin, la question de la formation et de l'information est absolument capitale de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'il faut que dans le secteur, que dans nos différents secteurs, les responsables de revue soient saisis, que dans les écoles doctorales, il y ait un apprentissage, une découverte de ce type de pratiques, et que les collègues qui sont tous, à un moment ou un autre, publiants, sachent également ce qu'il en est. Bon, de la même façon pour les experts, c'est pour ça que j'ai dit c'est très important, hein, le choix des experts. Nous aussi, on fait une évaluation préalable, on élimine les papiers qui ont aucune chance d'aboutir, pas nécessairement parce qu'il y a de la fraude, hein, mais uniquement parce que ça colle pas par rapport à un projet éditorial ou par rapport au niveau scientifique attendu. Bon, mais c'est très important, je crois, du côté des relecteurs. C'est là que ça se passe, parce que de toute façon, les logiciels anti-plagiat ne vont pas tout résoudre. Loin de là, le moissonnage n'est pas systématique, on peut s'arranger. Enfin, voilà, je pense que là, c'est un travail très fin, fondé sur une prise de conscience de l'impact que cela a, des conséquences, on en a vu ce matin quelques-unes, qui sont quand même beaucoup plus importantes que ce qu'on pouvait imaginer au départ. On a des relecteurs, clairement, beaucoup de nos relecteurs font vraiment un travail très important. Remarquable. Et remarquable, poussé au point, effectivement, d'arriver à identifier, pas des plagiats déguisés, mais entre guillemets, des reproductions d'articles qui ont été faits dans la littérature. Moi, j'ai eu le cas il n'y a pas si longtemps, d'une personne qui m'a dit, là, j'ai un problème sur un article parce que, en gros, ils republient leur propre travail quasiment à l'identique à 85%. Et donc, bon, l'article, au final, était rejeté. Donc, ils avaient vraiment, le reviewer avait vraiment fait un travail très, très important. Il y a un très faible pourcentage de nos reviewers qui ne font pas un bon travail. J'ai eu une fois une review d'une personne, et clairement, il n'avait pas lu l'article. Il avait fait quelque chose, il avait fait une dizaine de lignes, et il commentait, et en fait, il avait probablement dupliqué une revue précédente. Oui. Parce qu'il ne parlait pas du tout de l'article en question. En fait. On a eu la même expérience. Je peux ajouter un tout petit point ? Voilà. Il y a un aspect peut-être qu'on n'a pas encore évoqué, lié justement au choix des experts aussi, ce sont les domaines disciplinaires. Aujourd'hui, l'un des maîtres mots, en tous les cas dans mon secteur, c'est celui de l'interdisciplinarité ou de la pluridisciplinarité. Donc il y a une vraie ouverture, extrêmement productive, enfin, très très intéressante. La difficulté, c'est que lorsqu'on commence à manipuler des théories et des méthodes provenant de différents secteurs qui excèdent le secteur d'origine, on n'a pas nécessairement toutes les compétences pour évaluer. Il y a un moment où il faut quand même reconnaître qu'on a des limites. Donc, l'un des points essentiels aussi pour nous, en matière d'évaluation et d'intégrité, c'est de faire évaluer les papiers par des gens de différentes disciplines, le même papier. Alors, ça donne parfois des choses compliquées à gérer pour les auteurs, mais ça nous a permis, dans un certain nombre de cas, et je le dis, enfin, pour moi, je trouve un papier à un moment pas mal, c'est intéressant, etc. Et, guillemets, le vrai spécialiste du domaine qui était mobilisé, lui, il ne lisait pas comme nous. Donc, je trouve que là, il y a un changement, parce que les frontières disciplinaires sont beaucoup plus poreuses qu'auparavant et qu'il faut en tenir compte dans les modalités d'évaluation. Merci. Alors, juste rapidement, donc, sur la question de COPE et du PERC, la différence, parce qu'il me semble que biochimie, par contre, est membre... alors, je ne me rappelle plus trop, biochimie serait membre du COPE, parce que via Elsevier, il me semble. Mais par contre, Biochimie Open, c'est pas le cas. Si, parce qu'on est aussi sur Elsevier. D'accord, mais parce qu'il y a eu une adaptation de la charte de COPE par Elsevier, a priori. De toute façon, c'est un processus qui est en perpétuelle évolution. C'est-à-dire que, en plus, les éditeurs actuellement, effectivement, se posent le problème aussi de l'open access. On va peut-être en parler un peu après. Et donc, ce sont en tout cas des chartes qui sont en perpétuelle évolution.
D'accord, merci. Alors, j'aimerais bien passer donc à la thématique suivante en voyant avec Rémi Thomasson le fonctionnement justement de sa revue, donc Negative Results, qui, comme son nom l'indique, permet de publier en fait des résultats nuls ou négatifs. Hein, on nous expliquera un peu le fonctionnement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus justement sur le contexte qui a donné naissance à... La première chose, on a choisi un nom de revue, je pense, qui est assez éloquent. On ne s'est pas caché derrière des noms un peu à rallonge, non significant result, non, on est directement allé dans le résultat négatif. On sait que ce terme négatif, c'est assez difficile à entendre quand on est chercheur, alors que pour nous, et c'est ce qu'on met en évidence sur le site, c'est autant pertinent pour un chercheur de s'appuyer sur des résultats négatifs que de s'appuyer sur des résultats positifs. Et pareil, je vais revenir aussi un peu sur l'histoire de notre revue, parce que c'est pas né non plus juste comme ça. On assistait à une thèse d'une jeune thésarde qui a passé 3 ans quand même à faire une thèse en neurobiologie. On la connaissait très bien, donc on connaissait le travail qu'elle avait effectué. Et au cours de sa thèse, aucun de ses travaux n'a été accepté parce que malheureusement, toutes les hypothèses qu'elle a développées se sont avérées négatives. Et voilà, je vais vous résumer après, je passerai sur ça, mais là on est vraiment sur l'historique. Et donc, on s'est dit, c'est quand même pas possible que 3 ans de travail d'une étudiante en thèse, donc qui a nécessité du temps, de l'argent, des animaux, parce que nous on travaille quand même principalement sur des modèles animaux, n'amène aucune publication scientifique. Et donc, en effet, maintenant, ce qui est important de savoir, c'est qu'est-ce qu'un résultat négatif. Parce que ça, c'est plusieurs personnes ont une définition. On est 3 chercheurs à avoir monté Negative Results. On avait tous les 3 une définition à peu près équivalente et je pense que vous allez tout de suite comprendre. Pour nous, un résultat négatif, c'est un résultat qui ne répond pas à l'hypothèse initiale. Au début de la matinée, on a parlé de termes qui étaient souvent employés. On veut démontrer. Non, on veut juste vérifier une hypothèse et malheureusement, parfois, comme toute hypothèse, dans la vie de tous les jours, dans la vie scientifique, on ne la vérifie pas. Donc voilà, pour nous, c'est ça, un résultat négatif, c'est une hypothèse H0 non vérifiée. Et il ne faut surtout pas tomber dans la définition de résultat négatif parce que l'expérimentation initiale a été malmenée, ou parce que l'hypothèse n'était pas correctement identifiée, ou parce que les outils qui ont été utilisés n'étaient pas les bons. On est exactement dans le même processus scientifique qu'un résultat positif. Mais du coup, pourquoi produire une revue spécialisée dans les... comment elle se positionne par rapport aux autres revues et la création de la revue, c'est un outil pour nous pour exister et pour communiquer et pour montrer qu'on a atteint les limites de quelque chose qui ne fonctionne pas vraiment. D'ailleurs, pour preuve, pour l'instant, on n'a que 2 articles scientifiques, mais on communique énormément là-dessus parce que j'en parlerai plus tard. Mais pour les chercheurs, c'est aussi difficile de consacrer du temps sur des résultats négatifs qui seront publiés chez nous et qui ne seront jamais validés et utilisés dans l'évaluation du chercheur. Donc c'est vrai qu'ils n'ont aucun intérêt à publier des résultats négatifs, sachant qu'ils ne seront pas pris en considération dans les évaluations pour obtenir des financements de recherche ou pour obtenir des postes. Donc là, Negative Results est né juste pour pouvoir mettre le point sur quelque chose qui a besoin d'être mis en avant. Il y a le Comets en 2016 qui a fait une étude montrant justement sur le nombre de projets financés, le nombre de projets qui étaient publiés. Et on n'a que 25% de projets qui sont publiés. Ça veut dire qu'il y a 75% des finances publiques, INSERM, CNRS, ANR, etc., qui n'apportent pas de connaissances. Alors que c'est du temps, ce sont des animaux, c'est des choses qui apportent beaucoup d'informations et qui ne sont jamais mises en avant. Donc, je comprends bien l'intérêt de votre démarche pour la science, justement, de façon générale, et pour les résultats. Mais, et je comprends du coup votre position en tant que responsable de revue, mais en tant qu'auteur, vous dites que les auteurs n'ont pas intérêt, puisque ce n'est pas valorisé, à publier ce genre de résultats. Donc comment est-ce que vous faites pour les convaincre justement de venir publier chez vous? Alors au début, on les a contactés. C'est vrai qu'on a la chance tous d'avoir été chercheurs. Moi, je quitte le monde de la science, mais je garde le pied dans l'édition. On a tous été chercheurs, donc on a commencé par contacter notre réseau. On a la chance d'être à Paris, donc d'avoir un réseau qui est assez grand, et d'après de déborder sur les amis du réseau, etc. Et malgré ça, ça a été un échec. Donc maintenant, on passe à une autre étape, c'est qu'on veut que légalement, ça soit imposé, en fait, que ça soit stipulé dans la charte de l'ANR quand on fait une demande de financement,
Comme quoi, toute production scientifique doit amener à une publication scientifique. Alors, pas forcément pour notre revue. Hein. Nous, notre revue, c'est un outil voilà, pour pouvoir communiquer, mais pour qu'on arrête de faire uniquement des numéros spéciaux de Negative Results dans Nature, etc., et qu'on fasse... Nature, en plus, a un catalogue de revues. Chaque fois qu'il y a une revue à thème qui sort, ils en sortent une. Et donc ils peuvent très bien sortir un module Nature, Negative Nature, et ça pourrait marcher, ou Science Négatif, hein, tout peut fonctionner. Donc c'est vraiment ça qu'on essaye de mettre en avant. Donc là c'est plutôt le côté, on veut l'imposer, parce qu'on on parle d'éthique souvent, et je trouve que d'un point de vue éthique, on n'a pas le droit de cacher ces résultats-là. Ça peut avoir des conséquences sur les patients si on va jusqu'au bout des choses, parce que ne pas connaître un effet négatif d'une substance, ça peut avoir un effet négatif sur la suite des expérimentations qui seront menées et qui s'appuieront sur ces résultats-là. Ça permet de faire des économies énormes de fonds. Il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se cacher. Les fonds qui sont alloués à la recherche actuellement, ce n'est pas non plus... l'apothéose, hein. Et comme on disait tout à l'heure, il y a 8% des projets ANR qui sont financés, donc voire un peu plus. Ouais, maintenant c'est 14. Donc 14%. Donc ça remonte à 14%, mais En diminuant les fonds de voilà. En gros, voilà, c'est que maintenant, quand on pose un projet, ils nous financent à 25%, ce qui est assez difficile de mettre en place. Alors oui, ils en financent plus, mais moins. Donc au final, on ne peut pas travailler, ça revient au même. Enfin voilà, en gros, on est dans une politique actuelle en 2018 où il faut qu'on économise de l'argent, et c'est un bon moyen d'économiser de l'argent. On parle aussi, je suis désolé pour ceux qui sont dans les sciences humaines et sociales, mais nous on a un grand débat actuellement dans les sciences biomédicales, c'est les animaux. Il faut qu'on trouve des moyens pour arrêter d'utiliser tous ces animaux. En France, en 2017, on utilisait encore 2 millions d'animaux. Alors ça peut être des souris, des rats, etc. Un bon moyen de limiter, hein, parce que je ne suis pas contre l'interdiction des modèles animaux, hein, bien au contraire, ça aide à faire avancer la recherche, mais de mieux les utiliser, et surtout qu'ils ne servent pas à rien. Voilà, l'argent, voilà, ça reste de l'argent, mais bon, on n'en a pas beaucoup, donc il faut faire attention, mais les animaux, ça reste quand même des êtres vivants, et si 100% de nos animaux peuvent servir à produire de la connaissance scientifique, je pense que d'un point de vue éthique, à ce niveau-là, on aura aussi fait un pas en avant. Donc en fait, si je comprends bien, votre revue, c'est une sorte d'outil de communication justement pour favoriser ce genre de publication. Mais la solution passe encore une fois par le système d'évaluation de la recherche, plus ou moins. Exactement. En fait, initialement, on voulait être une vraie revue, être un moyen pour les chercheurs de valoriser leur production scientifique négative. Et en étant confrontés justement au fait qu'ils ne publient pas ces résultats-là, parce qu'il n'y a aucun intérêt pour eux, pour leur évolution de carrière, on s'est dit qu'il faut qu'on s'en serve autrement. C'est-à-dire qu'on a eu une idée, pour nous elle est bonne parce qu'on travaille pour la développer, on a une idée, donc maintenant on s'appuie sur cette idée-là comme outil pour pouvoir justement améliorer notre communication et faire changer les choses. En fait, au lieu que ça vienne des chercheurs, que ça vienne d'en haut, que les comités qui donneront des financements, que les comités qui revieweront, qui analyseront les candidats, valorisent les résultats négatifs tout autant que les résultats positifs. Et ensuite, on sait que ça ouvrira les vannes de la production négative et on obtiendra gain de cause. À la rigueur, ce serait des outils qu'il faudrait même diffuser au sein des communautés de chercheurs, jeunes chercheurs, doctorants. Je pensais qu'il y a une revue qui s'appelle Emergent Scientist aussi qui permet à des jeunes chercheurs de produire travailler sur des hypothèses qui ne sont pas toujours validées. Oui. Et c'est des outils qui sont justement du coup très utiles à favoriser. Mais malheureusement, voilà, c'est beaucoup de jeunes chercheurs. C'est vrai qu'on communique donc beaucoup avec ce que je disais, les instances qui dirigent un peu la recherche actuellement en France. Mais on communique aussi beaucoup dans les écoles doctorales parce qu'on mise beaucoup sur la jeunesse, parce qu'au final, les futurs directeurs de recherche, ils sont là. Le monde de la recherche en France, il ne se change pas facilement, il se change même très difficilement. Donc déjà, si on convainc les jeunes chercheurs qui vont rentrer dans le circuit, plus tard, ce seront des chargés de recherche, plus tard, ce seront des directeurs de recherche, plus tard, ils dirigeront des équipes de recherche et la graine aura prise. Voilà, on n'a pas une nécessité de le faire dans un futur proche, mais si on y arrive à le faire à terme, ce sera une réussite. Mais de toute façon, ça bouge. Hein. Actuellement, vu le retour qu'on a des différentes instances, que ce soit n'importe quel niveau, hein, que ce soit des vétérinaires, que ce soit les écoles doctorales, que ce soit les groupes de recherche, l'intérêt est là. Donc on se dit, on continue de communiquer et je pense qu'au bout d'un moment, ça va marcher.
Et il y a une vraie lame de fond, du coup, et des outils qui existent, quoi, qui permettront aux gens de s'approprier. Ouais. D'accord. Merci beaucoup. Et juste une remarque, moi je pense que ça peut permettre d'enlever de la pression sur les étudiants, par exemple. Tout à fait. Et on parle souvent de fraude, et c'est vrai que la fraude, parce qu'on est poussé à publier, absolument à publier, et vu qu'il n'y a que les résultats positifs qui sont publiables, forcément on est tenté à un petit outlier pour que le supprimer, pour que justement ça rentre dans les cases et qu'on puisse le publier. Je ne dis pas qu'on va résoudre le problème de la fraude en publiant les résultats négatifs, mais au moins les étudiants auront moins je sais pas comment dire, mais d'envie d'être poussés à tricher, parce que même si son résultat n'est pas positif, il n'a pas à se dire bon, ben, je vais bidouiller, je vais faire tomber une petite boîte de pétri pour que ça marche. Il aura un résultat positif, enfin un résultat négatif. Mais pour nous, c'est vraiment la même chose. C'est positif, c'est négatif. Les deux apportent quelque chose. Je voudrais juste faire 2 remarques sur cette question de résultats négatifs. Donc, premièrement, tout ce qui n'est pas un résultat positif publiable n'est pas un résultat négatif publiable non plus. Donc, je fais la recherche, donc il y a beaucoup d'exploration, de tentatives. Si ça n'a pas l'air de marcher rapidement, on change de projet ou de démarche. Mais ça serait beaucoup plus de travail de mettre en forme pour être concluant négatif. Donc, je pense que l'absence de publication, ça ne veut pas toujours dire qu'il y a quelque chose de publiable de négatif. Et juste une autre remarque, une approche alternative à contrer ce biais pour les résultats positifs, c'est la démarche d'enregistrer son projet à l'avance, donc Registered Reports. Donc ça ne marche peut-être pas pour tout type de recherche, mais c'est une très bonne idée. On fait valider son projet, son plan d'analyse, c'est un peu comme un essai clinique. Et on est accepté sur l'intérêt du projet, sur la méthodologie, sur le plan d'analyse, sans avoir fait les expériences. Donc pour un thésard, en fait, c'est une bonne idée. On va faire un jeu de manip et on aura ça publié. Bon, il y aura beaucoup qui ne vont pas donner des résultats positifs, mais on arrive à la même solution, je pense. Pour revenir au premier point, c'est vrai que vous avez complètement raison, mais on n'est pas obligé forcément de publier un article original. C'est-à-dire que je pense, même si c'est juste une expérimentation qui a loupé et qui a nécessité une réorientation de l'hypothèse, je pense que ça peut être intéressant. Il faut vraiment voir, moi en tout cas c'est comme ça que je la vois, la science comme une route. Hein. En fait, c'est une carte, on a un point B, on va aller au point B. Et sur la route, il y a des ronds-points et parfois il y a des cul-de-sac. Et je pense que ça peut être intéressant, même si c'est juste une étude, une manip qui a montré que ça allait arriver sur un échec. Je pense que ça peut être pertinent de la produire, de la communiquer, parce que ça évitera à une autre équipe d'y aller. Et ça, encore une fois, c'est du temps. Une expérimentation, quand on fait une revue de la littérature, je pense que c'est pertinent d'avoir toutes les pistes et un maximum de pistes pour justement avoir une hypothèse H0 la mieux étayée possible. Donc même si ça doit être une short communication ou autre, je pense que ça peut être pertinent. Merci. Boris Barbeau, vous donniez votre avis là. Si vous pouvez peut-être nous expliquer aussi du coup le site que vous avez aidé à mettre en place, donc PubPeer, dont on a parlé un petit peu ce matin. Donc, pouvez nous dire comment est-ce qu'il fonctionne et quelle est sa raison d'être. D'accord. Donc en fait, je me présente donc tardivement. Donc Boris Barbeau, ça a été dit. Je fais des recherches en neurosciences. Je ne suis pas neurologue, pas médecin en fait. C'est un détail. Désolé pour mon français aussi. Et en fait, j'aime bien commencer avec une levée de main qui, avant de venir ici, connaissait notre site PubPeer. Une bonne moitié, donc c'est pas mal. Donc c'est vrai qu'on a été dans les informations un peu. Et il faut aussi dire que j'interviens ici à titre personnel, donc ce que je dirais n'engage pas du tout mon employeur. Alors, qui d'entre vous a une thèse ou fait une thèse ? C'est aussi à peu près une moitié. Donc, probablement pendant votre thèse, vous vous êtes rendu compte qu'un article que vous lisiez était pas bon. Et donc, au début, on a cette vision très optimiste que tout ce qu'on lit dans la littérature scientifique est vrai, mais petit à petit, on se rend compte que c'est
pas du tout le cas. Donc là, ça peut être faux ou pas fiable pour beaucoup de raisons. Donc je vais parler aussi de fraude, mais c'est juste un des problèmes, des mauvaises méthodes, une surinterprétation. Pour beaucoup de raisons, quelque chose que vous lisez peut être trompeur. Et je ne sais pas si vous avez essayé d'une manière ou d'une autre de corriger quelque chose que vous savez est faux dans la littérature. Mais c'est très difficile. Donc les voies sont très limitées. Publier un autre article, essayer d'écrire à l'éditeur. Tout ça, ça marche vraiment pas bien. On est dans un environnement compétitif qui est très, très, très hostile à la correction, à la réplication, à la dispute. Il faut se fâcher avec personne, en fait, si vous voulez avancer dans votre carrière. Et c'est de ce constat est né notre site, PubPeer, d'opérations vraiment très, très simples. Tout article publié aujourd'hui a un identifiant, quasi toujours DOI, Digital Object Identifier, ce qui permet au site de récupérer quelques informations pour l'identifier, le titre, les auteurs, le journal. Et en dessous, sur cette page, vous avez une boîte à texte et vous pouvez rentrer votre avis, appuyer sur soumettre et soit instantanément, soit avec un petit délai pour une modération que j'expliquerai dans un instant, votre commentaire apparaîtrait lisible pour tout le monde. Donc sans intermédiation des éditeurs, des auteurs, des institutions qui pour nous représentent justement des organismes sujets à conflit d'intérêts qui veulent étouffer en quelque sorte toute critique des articles qu'ils ont écrits, qu'ils ont publiés, qui valorisent leur journal ou qui valorisent leur institution. Donc on court-circuite tous ces conflits d'intérêts potentiels et ça permet à un chercheur, vous, qui connaissez, qui avez un avis circonstancié sur un article, de partager avec les collègues qui vont peut-être utiliser les résultats de l'article sans s'apercevoir du problème. Donc, c'est un système d'alerte en cas de problème, en tout cas, le plus rapide possible, la plus large possible. Donc, ce qui fait le point fort et le point controversé de notre site, c'est qu'on permet l'anonymat des commentaires. Excusez-moi, quand vous dites vous le permettez, il est systématique ou c'est juste possible? Est-ce qu'on peut être Donc vous avez tout à pas fait le droit de signer les critiques de votre directeur de département, mais il y en a peu qui choisissent de le faire. Donc on s'est rendu compte assez rapidement que avoir un avis expert sur un article, le donner, en fait c'est du travail. Et critiquer des gens, c'est dangereux pour sa carrière, ou au moins c'est la perception. Et je pense qu'en fait les gens ont raison, c'est dangereux. Et donc sans anonymat, il y a beaucoup de commentaires qui sont simplement étouffés. Donc quand on a permis l'anonymat, il y a une explosion dans les commentaires, et notamment dans les types de commentaires qui soudain signalaient des choses parfois vraiment très graves, des méconduites assez évidentes dans les articles. Donc des duplications de figures, c'est devenu un classique de notre site. Donc j'ai un petit best-of que je montre parfois, là il n'y a pas les diapos. Donc les commentaires anonymes sur l'Internet, what could possibly go wrong? Donc évidemment, vous allez me dire, ça permet la délation, les dénonciations, la dénigration des gens avec impunité. Donc c'est un choix raisonné pour encourager les commentaires et en contrepartie, nous avons mis en place un certain nombre de garde-fous. Et de loin, le plus important, c'est d'exiger que les commentaires doivent être de nature vérifiable ou falsifiable par les autres lecteurs. Donc l'ouï-dire, par exemple, est totalement interdit. Évidemment, on enlève les insultes, mais il n'est pas possible de dire « j'ai travaillé dans le laboratoire et je sais qui triche ». Ça, c'est interdit. Donc par contre, si vous reprenez une figure du papier et vous dites « bon, il y a quelque chose que je ne comprends pas dans cette figure »,
le lecteur suivant peut décider pour lui-même si c'est vrai ou faux, si c'est utile ou non, si c'est majeur ou mineur. Donc ça, c'est le principe. Les auteurs sont alertés tout de suite, souvent automatiquement. Il y a une adresse d'auteur correspondant dans les données qu'on peut récupérer. Et ils ont donc le droit de répondre au même endroit, tout de suite, avec la même visibilité. À savoir aussi que la grande majorité des disputes sur notre site, quand il y a dispute, pourraient être réglées si les auteurs montraient leurs données sources. Et aujourd'hui, on est censé montrer les données sources pour pas mal de journaux. Donc ce n'est pas une suggestion ridicule. Mais beaucoup choisissent. Certaines les montrent et règlent les questions, clarifient. Beaucoup ne choisissent de pas montrer leurs données. Et parfois, on comprend pourquoi. Mais n'empêche, c'est une option qu'ils ont. Et finalement, il faut quand même insister sur le fait que la publication, c'est une démarche. On choisit de publier. Il y a un engagement sur la qualité, la véracité des résultats. Et si d'être critiqué ou discuté ne vous plaît pas, vous avez toujours l'option de publier dans peut-être le journal de résultats privés. Voilà, c'est... Donc je m'arrête là pour l'instant. J'ai vu qu'il y avait vous avez sur votre site un tableau de bord qui est accessible aux responsables de revues, justement. C'est des services que vous mettez à disposition des responsables de revues. C'est un service payant peut-être. C'est un service payant, mais merci de me permettre de faire la pub. Donc il faut que je dise, Papier, on est une société à but non lucratif. Donc on n'est pas un crypto startup. N'empêche, on paye un développeur et on essaye de lever les fonds pour continuer à payer notre développeur. C'est notre poste de dépense principal. Et au début, les journaux et les institutions n'étaient pas du tout intéressés par ce qui était sur notre site. Donc le constat, encore aujourd'hui, c'est, je dirais, dans 90% de cas de méconduite manifeste, manipulation de figures, il ne se passe rien qui devient public, en tout cas, que ce soit des auteurs, les institutions, ni les journaux. N'empêche, nous avons mis en place un système de dashboard, on les appelle, des interfaces dédiées pour les éditeurs de journaux ou des responsables peut-être d'intégrité d'institutions, où ils peuvent faire des recherches poussées sur leur journal ou institution, gérer les cas qui leur sont intéressants et qui les concernent. Donc ça, c'est disponible. Il y a des institutions et des journaux qui se sont abonnés. Ce n'est pas un système d'abonnement. Et bien sûr, vous êtes bienvenus à vous abonner. Outil à faire connaître. Et un dernier petit outil qui, là, du coup, n'est pas payant et accessible à tout le monde. Et j'en fais la publicité parce que je trouve qu'il est très utile. C'est le petit plugin, l'extension pour les navigateurs donc de Papier, qui permet en fait d'afficher les commentaires potentiels à chaque fois qu'on est sur la page d'un article. Donc oui, donc c'est un plugin de navigateur. Vous l'installez, ça s'affiche. Ça ne fait rien de visible, mais en fait, ça scanne chaque page pour des DOI, des identifiants d'articles. Et si vous êtes sur une page où il y a un DOI d'article qui a été discuté, il y a une petite alerte qui s'affiche. Donc, vous n'êtes pas obligé, donc c'est toujours utile de vérifier si l'article sur lequel vous vous basez, ou les articles de collaborateurs avec qui vous vous engagez, c'est utile de vérifier que ces articles n'ont pas été trop sévèrement critiqués sur le site, mais c'est quand même fatigant de chercher pour chaque article. Donc le plugin fait le travail pour vous dans le fond, globalement. Oui, ça me fait penser un petit peu au petit service Crossmark aussi, qui permet de vérifier si des articles ont été modifiés après leur publication. Parce que tout à l'heure, donc, on mentionnait notamment le nombre d'articles qui continuent à être cités après leur rétractation. Et c'est vrai que ce genre de petit outil permet même quand on a téléchargé par exemple un article dans un logiciel de gestion de référence. Donc autant que possible, nous intégrons les rétractations aussi dans notre base de données, des corrections ou des rétractations. Merci beaucoup. Alors, peut-être une question d'abord. Est-ce que vous pensez que c'est possible ce genre de choses en sciences humaines et sociales ou intéressant
de développer ce genre de... Intéressant, sûr. Possible, je ne sais pas. Si vous avez un DOI, le site on a les DOI, oui, on les a. Oui, ah oui, sur ce dernier aspect, oui. Le site peut être utilisé aujourd'hui. Oui, d'accord, oui. Tout article a un DOI. Vous n'êtes pas limité à une discipline scientifique. Tout article a un DOI, oui, il n'y a aucun problème. Donc on pourrait très bien se l'approprier pour les sciences humaines et sociales de la même manière. C'est le principe de la disputatio académique, de toute manière. Je voudrais me tourner vers Hélène, peut-être, qui, du coup, avec son regard de juriste, pourrait nous éclairer un petit peu sur... Parce que ce qui est difficile, en fait, à comprendre, je pense, dans toutes ces questions là, dont on discute depuis ce matin, c'est de savoir aussi ce qui relève de la simple intégrité scientifique, du comportement, je dirais, de base du chercheur, et puis de ce qui relève du juridique. Et justement, par rapport aux solutions qui sont apportées, comment est-ce qu'on peut régler ce genre de choses à différents niveaux? Alors, c'est vrai que c'est un peu complexe. C'est-à-dire que le droit, et le droit de la propriété intellectuelle en particulier, et le droit d'auteur encore en plus particulier, on pourrait dire qu'il est à la fois à la marge des questions d'intégrité scientifique et au cœur des questions d'intégrité scientifique. À la marge des questions d'intégrité scientifique parce que finalement, beaucoup de choses que vous avez évoquées lors de la table ronde ne concernent pas ou peu le juriste. Beaucoup de choses peuvent être considérées comme étant non intègres scientifiquement. Ce matin, on voyait dans le PowerPoint une souris qui avait été colorée en noir. Il ne fait pas de doute que d'un point de vue intègre, d'intégrité scientifique, c'est une pratique qui est condamnable. D'un point de vue strictement juridique, on n'a pas, il n'y aura aucunement un fondement, en tout cas du point de vue du droit d'auteur, pour attaquer cette pratique. Donc, à ce niveau-là, on est à la marge de l'intégrité scientifique. Et vous évoquiez tout à l'heure sur les engagements à ne pas... lorsque un auteur présente ses écrits à deux revues en même temps, là encore, en tout cas du point de vue du droit d'auteur, il n'y a pas de difficulté. À la rigueur, ce qui m'a interrogée quand j'ai entendu ça, c'est est-ce qu'il y avait un contrat derrière. Donc, mais ça sera alors du droit contractuel, ça ne sera plus du droit d'auteur. Et donc c'est... C'est écrit effectivement, lorsque les gens soumettent, ils s'engagent à ne pas soumettre aux endroits. Donc là, ils cochent une case normalement. Voilà, donc là on a un contrat, et donc là il y a une possibilité, il y a une porte ouverte pour le juriste pour dire attention, là c'est les obligations contractuelles, mais ça sera de la responsabilité contractuelle, ça ne sera pas du droit d'auteur. Donc beaucoup de choses sont à la marge du droit d'auteur, et pourtant il est aussi au cœur de l'intégrité scientifique, de plus en plus, je pense, aujourd'hui, dans ce contexte d'ouverture des publications, d'open science, d'open data, où les auteurs sont de plus en plus visibles et veulent de plus en plus publier en open access. Et du coup, se posent parfois des questions qu'on ne se posait pas avant, en tout cas pas suffisamment. C'est est-ce que je respecte les droits d'auteur, et plus particulièrement, plus fréquemment dans la pratique, est-ce que je respecte les droits des éditeurs? Parce que généralement, l'auteur va céder ses droits à l'éditeur. Et la difficulté ici, je pense, c'est parce qu'il serait faux de penser que les chercheurs veulent violer la loi. Je pense qu'il y a un gros souci de méconnaissance, en fait, et de besoin de formation à ces questions non seulement éthiques, mais aussi juridiques. Et de ce fait, la difficulté, c'est de faire comprendre que... parce que je vous disais, parfois, ce qui n'est pas intègre n'est pas juridique, et puis parfois, ce qui ne pose pas du tout de problème d'un point de vue éthique va poser un problème d'un point de vue juridique. C'est-à-dire que le fait, par exemple, si je prends juste l'exemple de la citation des auteurs, c'est quelque chose qu'on fait tous en tant que scientifiques, on doit citer nos sources. Donc bon, ça, si on ne le fait pas scientifiquement, on nous le reprochera. Mais c'est quelque chose qui existe également du point de vue juridique, c'est-à-dire qu'il y a un droit d'auteur, il y a le droit de paternité, et tout auteur a le droit d'exiger que son nom soit associé à son œuvre. Mais parfois, quand on va un peu vite, on se dit, mais j'ai pas de problème, j'ai cité l'auteur. Donc je peux reprendre son image, je peux reprendre une partie de son texte. Eh bien non, parce que d'un point de vue du droit d'auteur, le fait de citer l'auteur ne suffit pas à être dans les clous. Donc voilà, on a à la fois une matière qui est dans l'intégrité scientifique et qui n'est pas tout à fait dans l'intégrité scientifique. Et je pense qu'il faut vraiment faire connaître les contours du droit d'auteur pour faire évoluer les choses.
Oui, ça veut dire aussi que les référents intégrité ne sont pas spécialement des juristes, et les sanctions ne sont pas non plus au même niveau ni Bien sûr. les mêmes. On a beaucoup parlé de plagiat, pardon, on a beaucoup parlé de plagiat pendant la matinée. Il faut savoir que aucun texte de loi ne parle de plagiat en droit. Voilà. Donc c'est une contrefaçon. Donc ça montre bien aussi les limites entre les deux matières. C'est que finalement, c'est une petite partie. C'est une petite partie de l'intégrité scientifique, comme la contrefaçon est une partie du plagiat, en fait. Oui, moi je voulais juste faire une remarque sur effectivement le fait que moi, lorsque j'ai été en master, en thèse, etc., je n'ai reçu aucune formation par rapport à ça. C'est vrai qu'arrivant en master, j'ai découvert qu'effectivement le travail scientifique se valorisait au travers d'articles, mais jamais je n'ai été sensibilisé au cours de ma formation même de moniteur, puisque j'étais moniteur lorsque je faisais ma thèse, à cette notion de droit d'auteur. Donc ça renvoie vraiment à la nécessité d'une formation. Juste pour faire écho avec ce qui a été fait ce matin, avec ce qui est dit ce matin, je pense qu'en fait la formation tout au long de la vie, ça peut être aussi quelque chose d'important sous plein de domaines. Et par rapport à l'intégrité scientifique, aussi une remarque qui sort un tout petit peu du débat, mais je pense qu'il serait vraiment important que la démarche scientifique soit enseignée peut-être même en amont de l'université à l'école, de sorte à faire comprendre à un citoyen qui n'est pas scientifique également et qui entend des nouvelles scientifiques, ne serait-ce qu'à la radio, de comprendre quelle est la démarche scientifique et de dire, par exemple, une étude montre quelque chose, mais ça ne veut pas dire que l'étude fait foi sur l'ensemble des choses. Et ça, j'ai l'impression en fait qu'il y a vraiment une sorte de décalage par rapport à la perception de résultats qui sont parfois publiés et tout à fait honnêtes et intègres, et l'interprétation qu'on peut en faire. Ça sent un peu du débat, mais ce matin, j'avais des remarques par rapport à ce qui a été fait. Je n'ai pas eu le temps de les formuler, mais ça me semblait vraiment important de le dire. D'autant plus que la science, à l'heure d'aujourd'hui, on l'entend partout, dans tous les débats qu'on a actuellement, qu'ils soient politiques, qu'ils soient institutionnels, la science est partout. On a eu le glyphosate, on a tout ce qui sort est justement utilisé et appuyé par la science. Et nous, c'était le gros souci qu'on avait en tant que Negative Result, c'est que justement, on a eu des sollicitations d'articles comme ça, qui intéressaient par rapport au climat, par rapport à ces choses-là. Et là, on se rend compte qu'on est aussi dans des endroits qui sont assez piégeux pour nous. Parce que si on valide des articles comme ça, si on met un comité de lecture et qu'il est publié chez nous, après, ben voilà, les gens, ils s'appuient dessus. Et très souvent, ceux qui s'appuient très bien dessus, c'est ceux qui dénigrent, c'est ceux qui n'ont pas forcément beaucoup de pouvoir. Et du coup, ça peut vraiment tout de suite pervertir l'image et la vraie parole de la science. On a eu ce cas-là avec les animaux, par exemple. Ceux qui sont contre les animaux communiquent beaucoup mieux et beaucoup plus que ceux qui utilisent correctement les animaux. Oui, c'est un problème qu'on retrouve aussi beaucoup dans les revues en sciences humaines et sociales, puisque les débats existent aussi sur ce point, et c'est la matière première sur laquelle nous travaillons. Donc les prises de position à la fois scientifiques et idéologiques que l'on trouve aussi à l'intérieur des papiers, la discussion que ça peut entraîner dans les comités de rédaction, bon, c'est vraiment un point très très important aujourd'hui. À la fois en raison quand même des réseaux sociaux, faut le dire tel que, enfin ça démultiplie, c'est une banalité affligeante, mais c'est juste vrai. Hein, c'est vrai en fonction aussi de la médiatisation d'un certain nombre de controverses qui prennent encore plus de force et qui ouvrent la porte à beaucoup de choses. Et là aussi, c'est banal, mais il faut le prendre en compte. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'infox, hein, donc les fameuses fake news, hein, qui sont évidemment liées à des problèmes d'intégrité scientifique, d'intégrité aussi dans le monde journalistique ou médiatique. Enfin, voilà, hein, c'est pour ça que le problème dont on traite là maintenant, il est plus large en réalité que celui que nous avons circonscrit ici. Hein, et il en devient que plus difficile. Oui, et ce qui est intéressant, c'est que parfois les infox se basent effectivement sur une étude, une publication. Donc ça n'est pas faux, parce que la publication peut être parfaitement réelle, selon un protocole bien particulier, et effectivement, en fait, omettre qu'il y a peut-être 99 publications qui ne montrent pas la même chose que la publication unique. Donc ça, c'est aussi intéressant à prendre en compte, je pense. Oui, c'est toute la question de la reprise. C'est vraiment toute la question de la reprise du discours scientifique, hein, qui nécessite des formations ailleurs que dans notre propre milieu aussi. Je crois. Au lycée, voilà, oui. Plutôt que de remplir la tête de nos étudiants de tout un tas d'informations à apprendre parfois par cœur ou pas par cœur, mais bon, qu'il y ait aussi un développement du sens critique par rapport, pour le citoyen, de l'analyse de la démarche scientifique.
Ouais, je pense que ces choses-là seront aussi discutées cet après-midi dans le cadre des questions sur la formation. Mais c'est vrai qu'il y a un véritable enjeu d'information et de formation. Pour prendre un des petits problèmes qui était mentionné tout à l'heure sur le fait de proposer un même article à plusieurs revues. Moi, je sais que dans le cadre de mes formations auprès des doctorants, quand je mentionne ce fait-là, certains sont surpris, ils l'apprennent, c'est-à-dire qu'ils ne le savent pas, tout simplement. Donc le fait d'informer, ça permet déjà d'éliminer un certain nombre de ces problèmes-là. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions pour nos différents intervenants dans la salle. Je veux pas, ça va être très bref, mais je voulais mettre en parallèle PubPeer et ce qu'a dit Xavier Coumoul tout à l'heure. PubPeer a démarré en 2012 et pour moi, ça a été une accélération fantastique de tout ce dont on est en train de parler maintenant. Le fait qu'il y ait ce site-là. Il y avait d'autres sites, PubMed Commons qui n'existe plus, etc. Et puis donc je voulais rebondir sur ce que disait Xavier Coumoul et Biochimie, la façon dont la rédaction de Biochimie fonctionne. Le fait qu'on scrute les articles pour savoir s'il y a des western blots, comme on appelle, qui vont pas, ou des problèmes statistiques, etc. C'est très récent, en fait. C'est récent et un peu plus que ça, mais c'est vraiment très récent. Et donc, et je suis persuadé qu'on laisse passer plein de choses. Parce que jusqu'à présent, on faisait entièrement confiance aux reviewers, aux experts, et à ma connaissance, il n'y a aucun article de biochimie qui n'a été publié sans avis d'experts. Ça, c'est important de le dire. Mais désormais, avant d'envoyer des experts, on essaye, parce que les experts laissent passer fréquemment ce genre de choses. Et je pense que PubPeer a été assez moteur dans la façon dont on raisonne maintenant. Voilà, c'est ce que je voulais dire à ce propos-là. C'est vrai que c'est aussi lié aux questions le volume de publication de la science fait que, et comme ça demande du temps de faire des vérifications, ça devient de plus en plus compliqué. Donc, s'il y a des outils pour aider, comme les logiciels. Mais je ne sais pas s'il y a des logiciels de traitement d'image d'ailleurs à ce niveau-là ou pas encore. Non, il y a des revues qui demandent à ce que, par exemple, les Western blots dont on parlait soient publiés de manière brute, que ce soit une donnée brute. Donc on publie l'ensemble du Western blot qui est souvent beaucoup plus moche que la photo représentée. Donc, mais je pense que c'est peut-être à l'étude. Je me souviens plus de ce que nous avait dit Anthony Newman qui gère la revue pour Elsevier, mais je ne pourrais pas en dire plus pour l'instant. Mais ce serait sûrement une bonne idée. En tout cas, que ce soit mis en place pour comparer des Western blots peut-être pas au sein d'un même article, mais entre différents articles. Ça aiderait encore plus PubPeer, à mon avis. Je pense qu'il faut à nouveau insister sur le fait qu'on devra tous publier l'intégralité des données sources. C'est une politique annoncée par le ministère maintenant. Donc, et le fait de devoir publier toutes ces données, ça va déjà nous obliger à travailler autrement, mais ça va donner à penser à certains, je pense. C'est vrai que les questions de sciences ouvertes, oui, vont aider à la transparence et donc à l'intégrité. Et certaines revues commencent à demander les copies des cahiers de manip aussi. Bonjour, j'avais une question. Je suis désolée, je suis arrivée en retard, mais j'avais une contrainte ce matin, je l'avais dit par mail. Je suis professeur des universités en mathématiques à l'Université de Lorraine, la même que Jacques Walter. Et j'ai une question, c'est parce que je ne sais pas si ça a été évoqué, c'est PubPeer, je connais, j'ai suivi certains points. J'ai suivi l'impact que ça a eu sur deux institutions, le TH Zurich et le CNRS pour un cas. Mais il y a un autre aspect quand même qui est important, c'est l'aspect institutionnel. Que fait-on? Là, on parle des données. Moi, je suis dans une discipline où il n'y a pas tant d'histoire de données. C'est qu'est-ce qu'on fait si y a plagiat, mauvaise pratique éthique répétée? Qu'est-ce qui se passe si... Voilà. Et là, les responsabilités institutionnelles ne sont pas claires. Il y a le monde du droit. Ça a été, j'ai expérimenté qu'en droit, on emploie le mot contrefaçon et que dans le monde universitaire, on parle de plagiat, mauvaise pratique éthique. C'était pas clairement défini, mais il y a un vide et on le voit régulièrement dans la presse. Ça sort. On a parlé des pratiques des reviews qui se transforment. J'étais aux 3 journées là, de lancement du plan S. C'est sûr qu'à multiplier la production scientifique, il y a un coût, c'est que les gens sont débordés. Il y a des gens qui ne sont pas bons référés, mais il y en a qui sont sérieux, mais ils n'ont plus le temps, ils ne regardent pas. Et on en voit les conséquences sans arrêt. Voilà. Moi, j'ai écrit à des éditeurs de revues, pas en France, basés à l'étranger, pour dire que des articles étaient faux. Et je ne l'ai pas dit. J'ai dit que ce qui me gênait, c'est que les auteurs, ils publiaient régulièrement des choses avec des fautes dedans.
Qu'il y en a, on essaye de le leur dire diplomatiquement, avec des mots soft, et rien à faire parce qu'ils ne comprennent pas tout à fait ce qu'ils font. Et ça, tout ça s'imbrique. Et ce que j'ai vu par ma propre expérience, c'est qu'il y a un vide, des fois, institutionnel. Et je veux bien savoir si vous avez parlé de ça, vous l'avez évoqué, parce que article par article, c'est une chose. Quand il y a des pratiques qui dérapent de manière beaucoup plus globale, ce n'est pas une réponse d'un reviewer ou d'un site qui va suffire à régler ça. Alors, je vous laisserai la parole, mais juste pour... il a été mentionné effectivement ce matin, on parlait d'un retard français, justement. Alors, je ne sais pas si vous mentionnez, vous, la France plus spécifiquement, ou de façon générale, des pratiques dans la recherche. Mais... Voilà, mais en fait, c'est vraiment des problématiques qui sont en train de se renforcer et qui se développent énormément de plus en plus. Oui. Je voulais juste faire une ou deux remarques là-dessus. Donc, d'une part, si vous avez des remarques réfléchies sur des articles, mettez-les sur papier. Ça ne coûte rien et ça peut aider certains. Donc ça, petite incitation. C'est vrai qu'en mathématiques, il n'y a pas beaucoup de données. En principe, tout est dans l'article. Donc, vous n'avez pas le même problème de volume de données. Sinon, réponse institutionnelle, donc là, il faut que je fasse un peu attention. Mais le point de vue, j'ai quand même une vision globale de ce qui se passe quand il y a des problèmes. Et en moyenne, c'est rien. C'est rien. Il ne se passe rien. Donc, c'est le même constat. Donc, les choses bougent un peu. Peut-être grâce en partie à notre site, mais pas uniquement. Il y a une prise de conscience globale. Je ne dirais pas que la France a un retard particulier. En fait, les institutions, les journaux ont tous le plus grand mal à gérer de manière cohérente, reproductible, ce type de problème. Donc la justice... et souvent, cette justice scientifique, on va dire, est souvent absente et très arbitraire. Très, très arbitraire pour l'instant. Sur la partie, moi, j'ai expérimenté, donc j'ai écrit, il y a une revue qui m'a répondu. Je suis patiente, donc j'ai relancé au bout de 4 mois. Ils m'ont dit que les auteurs reconnaissaient qu'il y avait une erreur, qu'ils allaient faire un corrigendum, et le corrigendum, il a été fait. On m'a demandé si je pouvais... regarder le papier en question, et j'ose dire c'était presque pire que le papier initial, mais voilà, donc finalement il y a un erratum qui a été publié. L'article n'a pas été rétracté. Notre site est là pour ça, hein. C'est rapide. Oui, mais je veux dire, moi, je suis attachée aux réponses aussi institutionnelles. On travaille dans des institutions. Quand c'est public, on met en avant l'excellence. Le corollaire de ça, c'est aussi qu'on doit être capable de, je vois, negative result. Je ne sais pas si c'est pour dire que des résultats sont faux ou autres. Et des fois, ça peut être une discussion intéressante, mais moi, je ne veux pas intervenir sur un site web pour l'instant. Je trouve ça très bien, mais ce n'est pas ma démarche, pas pour l'instant en tout cas. Parce que je pense qu'il y a une notion de responsabilité. Donc, ça peut être fait en parallèle, tout simplement. Je pense que les deux niveaux sont nécessaires et se développent. Oui. C'est pas parce qu'il y a des sites comme PubPeer que les institutions n'ont rien à mettre en place, effectivement, au contraire. Bonjour, moi je suis Julie Kerlu, je suis référent intégrité à l'Institut de physique du Globe de Paris, et donc j'ai trouvé tout ça très intéressant. On a beaucoup abordé la question des critères de qualité et d'éventuelles méconduites des auteurs. Je pense qu'on converge plus ou moins, même si les méthodes à mettre en œuvre ne sont pas toujours très faciles. Et j'aurais voulu profiter du fait qu'il y ait des éditeurs et fondateurs de revues pour aborder une question qui est très, très prégnante, je pense, pour nous, qui est la question de publier en open access, de mettre aussi toutes nos données en ligne, et du coup que cela induit, et des éventuelles solutions qu'on pourrait trouver, parce que je suis complètement pour l'open access. Alors, je crois que c'est en 2020 qu'on est censé publier en open access. Pendant qu'on parlait, j'ai fait toute petite revue là, des coûts de l'open access. Donc, on a abordé ce matin... une revue prédatrice, donc avec de l'open access de mauvaise qualité, et donc des coûts qui sont autour de $1000 dans ces eaux-là, ce qui est déjà énorme. Sur des revues qui sont meilleures, type PLOS ONE, etc., c'est déjà $1500. Et si on prend des très bonnes revues, type, j'ai regardé la PNAS ou
Physical Review Letters, on atteint très vite 4 000 $. Donc, publier en open access a un coût, ce qui est tout à fait normal, hein, parce que l'édition, ça a un coût. Et je me demandais quelles pouvaient être les solutions viables pour des chercheurs, parce que moi, enfin, en tant que chercheur, on risque de se retrouver à avoir beaucoup de difficultés à concilier des coûts très élevés et notre activité de chercheur. Si on publie 3-4 papiers par an dans des très bonnes revues, c'est énorme. Donc, bon, voilà. Je peux peut-être répondre là-dessus, pas par rapport au fait que je sois éditeur, mais par rapport au fait que je sois auteur. Récemment, en fait, j'ai publié un article dans un journal d'Elsevier qui s'appelle l'Environment International. Je ne pouvais pas le publier en open access parce que je n'avais pas les moyens de payer. Donc j'ai, entre guillemets, payé moins cher pour qu'il soit payant. Et, j'ai communiqué sur cet article par le biais d'un réseau social et j'ai été contacté par la BAU Santé, donc la bibliothèque, par un bibliothécaire qui m'a dit nous on est là pour régler les problèmes si vous souhaitez le publier en open access. Et il m'a dit voilà, selon la loi française, ce journal-là, 6 mois après sa publication, la date de publication, on peut déposer le post-print sur HAL et en fait faire en sorte que celui-ci, 6 mois après sa date de publication, soit disponible en open access. Donc ce que vous avez dit sur effectivement l'obligation, et moi aussi je suis plutôt pour l'open access d'une manière générale en tant qu'auteur, parce que je me dis finalement la science devrait être accessible à tout le monde. Voilà, de manière un peu générale. C'est vrai que par exemple l'ANR et tout ce qui va être contrat européen nous obligeront à partir de 2020 effectivement à publier en open access. Il y a un plan S qui se met en place qui parle d'ailleurs d'open access immédiate. Et en fait, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on sera capable de publier en open access de manière immédiate de tous les auteurs s'il n'y a pas, entre guillemets, des apports de fonds, des finances là-dessus. Et la solution, parce qu'en fait, cette personne-là, je l'ai recroisée de visu la semaine dernière, et il m'a dit, on en discutait, et finalement, une solution à laquelle on pourrait penser, ce serait d'utiliser la solution effectivement d'avoir les préprints, bon alors peut-être avec les problèmes qui ont été évoqués préalablement, et celle des post-prints sur des plateformes ouvertes pour effectivement au moins rendre les données disponibles, peut-être pas sous la forme des articles tels qu'ils sont publiés dans la revue, mais sous la forme en tout cas de données libres. Alors je ne le fais pas sur ResearchGate, je le fais sur les plateformes HAL, etc. Et là, en fait, lui, en tout cas, me semblait en tout cas raisonner par rapport au droit français. Parce qu'il me disait, en fait, sur les 6 mois post-publication, il me disait c'est dans la loi française. C'est-à-dire, il m'a donné un article avec un décret, etc. Donc, en fait, c'était assez intéressant par rapport à ça, parce qu'il semblait en tout cas, alors moi, j'y connais rien en droit et en juridiction quelconque, hein, je ne me fais pas mettre sur ce domaine-là, mais en tout cas sur la réflexion, il me disait oui, c'est potentiellement quelque chose qu'on pourrait envisager. Le préprint, et puis quand 6 mois après, on a le droit d'être en open access en post-print, mettre le post-print. Et... Pardonnez-moi, nous avons des contraintes de temps, et M. Indelicato voudrait intervenir. Donc, je voulais juste dire, je vais en parler dans la table ronde où je suis impliqué, mais je rentre de Berlin où il y avait la 14e conférence sur l'open access. Donc je pourrais vous expliquer un peu plus en détail comment ça va se faire en pratique, justement pour éviter les surcoûts pour les auteurs. Et, enfin, l'idée finalement, c'est qu'on paye globalement pour un pays et que tout le monde dans ce pays-là peut publier en open access. Alors c'est compliqué, mais là il y avait 37 pays à Berlin qui sont tous sur cette ligne-là, y compris les Chinois, etc. Et donc là, il va y avoir probablement des avancées. Après, la notion du modèle n'est pas encore forcément complètement claire en France, mais je pense que pour un grand nombre de pays... cette procédure va se mettre en place et donc ça va changer complètement le système en fait. Merci. Une dernière question de Gabriel Galezo du GIS Réseau des Urfistes. C'était pas une question, c'était pour rebondir sur l'open access. Il n'y a pas que le Gold APC. Il y a plein d'autres, vous l'avez dit très justement, et c'est parce que vous avez un prisme sur votre discipline. Mais il y a plein d'autres modèles open access, et voilà. Mais on en parlera cet après-midi, je pense. Oui. Non, mais parce que vous dites open access, voilà, c'est une partie de l'open access.